Que risqueriez-vous pour un parfait inconnu? Pour Catherine Lefebvre, une serveuse croulant sous les dettes et se battant pour la vie de sa sœur, cette question est devenue terriblement réelle. Chaque soir, elle servait l'élite de la ville, y compris le charismatique millionnaire Alexandre Sterling et sa petite amie parfaite. Mais un soir, Catherine a vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir, une trahison si froide qu'elle l'a glacée jusqu'aux os. Elle avait le choix. Rester silencieuse et garder le travail dont elle avait désespérément besoin, ou dire la vérité et tout risquer. Elle a choisi la vérité. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas juste un remerciement. C'était une épreuve qui allait dénouer une conspiration bien plus sombre qu'une simple infidélité. L'odeur d'huile de truffe, de cuir vieilli et d'argent discret flottait dans l'air de l'Arôme, un restaurant si exclusif qu'il n'avait même pas d'enseigne. Pour Catherine Lefebvre, cela sentait la survie. Chaque verre à vin parfaitement poli, chaque serviette précisément pliée était un petit pas loin de l'avis d'expulsion scotché à la porte de son appartement, et un minuscule pas plus près des traitements spécialisés dont sa jeune sœur, Léa, avait si désespérément besoin. À 24 ans, Catherine se déplaçait avec une grâce née de l'épuisement et de l'habitude. Elle était un fantôme dans un uniforme noir impeccable. Sa présence ne se faisait sentir que lorsqu'un verre avait besoin d'être rempli ou une assiette d'être débarrassée. Elle était experte dans l'art d'être invisible, une compétence qu'elle avait affinée au cours de 2 années à servir une clientèle qui la regardait comme si elle faisait partie du décor. Parmi les habitués se trouvaient Alexandre Sterling et Isabelle Romano. Ils étaient la royauté de l'Arôme. Il était un titan de l'industrie technologique, un homme dont la photo faisait souvent la une des magazines économiques. Alexandre Sterling n'était pas classiquement beau au sens doux et cinématographique du terme. Ses traits étaient nets, taillés dans le granit, avec des yeux bleus perçants et intelligents qui semblaient tout analyser, des cours de la bourse qu'il consultait occasionnellement sur son téléphone à l'intégrité structurelle des plafonds voûtés du restaurant. Il souriait rarement, mais quand il le faisait, c'était un événement bref et contenu qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Isabelle, en revanche, était une pure performance. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec des cheveux de jais qui cascadaient sur ses épaules et une garde-robe qui était un catalogue vivant de la haute couture parisienne. Elle débordait de charme, son rire résonnant comme des carillons éoliens parfaitement accordés. Pour l'observateur occasionnel, il formait le couple de pouvoir ultime, sa puissance immense et tranquille et son éclat social éblouissant. Mais Catherine n'était pas une observatrice occasionnelle. Elle était une professionnelle. Son travail dépendait de sa capacité à remarquer les détails que les autres manquaient. Elle voyait la façon dont le sourire d'Isabelle s'évanouissait à la seconde où Alexandre détournait le regard, remplacé par une lueur de quelque chose de froid et d'évaluateur. Elle voyait la tension subtile dans la mâchoire d'Alexandre quand Isabelle posait une main parfaitement manucurée sur son bras, un geste qui semblait plus possessif qu'affectueux. C'était une performance sans faille, mais Catherine pouvait voir les fissures dans la façade. Sa vie à elle était à des années-lumière de la leur. Son appartement était petit, l'air épais de l'odeur d'antiseptique et du son de la toux sèche intermittente de Léa depuis l'autre pièce. Léa avait 16 ans, un esprit aussi vif que le regard d'Alexandre Sterling, mais un corps affaibli par une maladie auto-immune rare. Les factures médicales formaient une montagne, et le salaire de Catherine à l'Arôme était la petite pelle qu'elle utilisait pour tenter de creuser un tunnel à travers. Chaque pourboire supplémentaire, chaque service double était pour Léa. La pensée du visage pâle et des yeux pleins d'espoir de sa sœur était le carburant qui permettait à Catherine de tenir pendant les nuits de pieds endoloris et de clients condescendants. Elle se souvenait encore de la conversation avec le docteur Bernard, un homme au visage las qui semblait porter le poids de chaque diagnostic difficile. Il existe un traitement expérimental en Suisse, mademoiselle Lefebvre, avait-il dit, en ajustant ses lunettes. Les résultats préliminaires sont très prometteurs. Mais le coût, il est astronomique. L'assurance maladie ne couvrira qu'une infime partie. Catherine avait hoché la tête, le chiffre qu'il venait de mentionner tournoyant dans son esprit comme un vautour. C'était plus que ce qu'elle pourrait gagner en 10 ans. Pourtant, elle avait souri pour Léa, lui promettant qu'elle trouverait un moyen. Chaque soir à l'Arôme, en servant des bouteilles de vin qui coûtaient plus que son loyer, cette promesse lui semblait de plus en plus creuse, un mensonge qu'elle se racontait pour ne pas sombrer. Le premier fil du mensonge s'est effiloché un mardi. Les mardis étaient généralement calmes à l'Arôme, une soirée pour les dîners d'affaires discrets et les rencontres clandestines. Alexandre Sterling était à l'étranger, à une conférence technologique à Tokyo. D'après un fragment de ragot que Catherine avait surpris, c'était une information publique, presque une vantardise de la part d'Isabelle qui se plaignait de sa solitude. Il était près de 22 heures et le restaurant commençait à se vider. Catherine préparait une table pour une réservation tardive quand Isabelle Romano est entrée. Mais elle n'était pas seule. À son bras se trouvait un homme qui était l'opposé polaire d'Alexandre Sterling.
Il était lisse et pommadé, avec un sourire de vendeur qui ne semblait pas naturel. Il usait d'un charme manufacturé qui paraissait bon marché comparé à la présence authentique, bien qu'intimidante, d'Alexandre. Catherine, dissimulant sa surprise, les a conduits à une banquette isolée au fond, une de celles souvent demandées pour plus d'intimité. La main de l'homme était basse sur le dos d'Isabelle, ses doigts s'étalant avec une familiarité désinvolte qui a noué l'estomac de Catherine. L'habituel, Isabelle, demanda Catherine, sa voix un monotone soigneusement contrôlée. Isabelle leva les yeux, ses pupilles se dilatant une fraction de seconde en reconnaissant Catherine. Un masque d'indifférence froide s'est immédiatement mis en place. Juste une bouteille du Sancerre, Catherine. Mon ami et moi célébrons quelque chose. Elle fit un geste vers l'homme à côté d'elle. Voici Damien. Damien jeta à Catherine un regard dédaigné. Dépêchez-vous. Pendant leur repas, Catherine est restée la serveuse invisible, mais ses oreilles étaient finement réglées. Elle ne pouvait pas tout entendre, mais elle a capté des phrases qui se sont accrochées dans son esprit comme des ronces sur un pull. Des mots qui n'avaient rien à voir avec une célébration amoureuse, mais qui sonnaient comme les rouages d'une mécanique froide et destructrice. Elle entendait les murmures entrecoupés de rires étouffés, des mots comme « protocole »,« accès serveur » et « vulnérabilité ». Chaque mot était une pièce d'un puzzle qu'elle ne voulait pas assembler, mais qui prenait forme sous ses yeux. La peur a commencé à s'insinuer en elle, non pas une peur pour sa sécurité, mais la peur de comprendre quelque chose de terrible, une connaissance qui la rendrait complice par son simple silence. Elle se concentrait sur ses tâches, polissant un verre jusqu'à ce qu'il soit brûlant, alignant des couverts avec une précision mathématique, tout pour étouffer les bribes de conversation qui lui parvenaient. Le transfert doit être impeccable, disait Damien, sa voix un sifflement bas. Une fois que nous aurons les données propriétaires, l'accord Sterling est mort dans l'œuf. Isabella rit. Un son grave et rauque. Il ne se doute de rien. Il est trop occupé à jouer à Dieu à Tokyo. Il me fait entièrement confiance. Ses codes d'accès personnels, son accès au serveur, tout est là. Il pense que mon intérêt pour son travail est un signe de petit ami attentionné. Son ton était empreint d'un mépris si profond que Catherine en a eu la nausée. Elle ne jouait pas seulement un rôle, elle savourait la tromperie. Et tu es sûr que la clé de chiffrement finale est sur son ordinateur portable personnel, a insisté Damien. Il garde tout là-dessus, sa seule faiblesse. Il pense que personne ne peut l'atteindre dans sa propre forteresse, a ronronné Isabelle, prenant une lente gorgée de vin. À le temps qu'il revienne, votre entreprise aura lancé un produit parallèle, et ses investisseurs se disperseront. Il sera ruiné. Une terreur froide a envahi Catherine. Ce n'était pas juste de l'adultère. C'était une démolition calculée et venimeuse. C'était de l'espionnage industriel enveloppé dans une liaison amoureuse. Elle a regardé Isabelle, son visage parfait et sa robe coûteuse, et a vu un prédateur. Elle a pensé à Alexandre Sterling, un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme qui vivait dans un autre univers, et a ressenti une étrange et involontaire pointe de sympathie. Il était arrogant, oui, mais il était en train d'être systématiquement démantelé par la seule personne en qui il semblait avoir confiance. Le reste de la soirée fut un brouillard. Catherine a agi mécaniquement, son esprit tournant à plein régime. Que devait-elle faire? Rien. C'était l'option sûre. Garder la tête basse, toucher son salaire et se concentrer sur Léa. S'impliquer était insensé. Que valait sa parole contre celle d'Isabelle Romano, une femme qui pourrait probablement acheter le restaurant et la faire renvoyer sur un coup de tête. Alexandre Sterling ne croirait jamais une serveuse. Il supposerait probablement qu'elle essayait de l'extorquer. Mais alors, elle a imaginé le visage de Léa. Catherine essayait d'enseigner à sa sœur le bien et le mal, l'importance d'avoir de l'intégrité même quand c'est difficile. Quel genre d'exemple serait-elle si elle restait là à regarder cela se produire juste parce qu'elle avait peur? L'indécence de tout cela, la cruauté pure et froide du plan d'Isabelle ressemblait à un affront personnel. C'était le même genre de comportement prédateur qui permettait aux sociétés pharmaceutiques de facturer des sommes obscènes pour des médicaments vitaux. La même insensibilité qui définissait le monde contre lequel elle et Léa luttaient. Quand elle est rentrée chez elle cette nuit-là, l'appartement était silencieux. Léa dormait, sa respiration superficielle. Catherine s'est assise à leur petite table de cuisine, l'avis d'expulsion la narguant depuis le réfrigérateur. Elle a regardé la vie, puis la porte de la chambre de Léa. Sa peur était une chose physique. Un nœud de glace dans sa poitrine. Mais sous la peur, une lente et chaude brûlure de résolution commençait à se former. Elle devait lui dire. Elle devait prendre le risque. Pour un homme qu'elle ne connaissait pas, pour un principe auquel elle croyait, et pour le genre de monde dans lequel elle voulait que Léa grandisse. Elle devait juste attendre que le roi retourne dans son château, complètement inconscient de la vipère qui dormait à ses côtés.
Les 2 jours qui ont suivi la découverte de Catherine ont été une forme particulière de torture. Chaque moment d'éveil était consumé par un débat silencieux et frénétique. Sa conscience, une voix sévère et inflexible qui ressemblait étrangement à celle de sa défunte mère, insistait sur le fait que rester silencieuse était une forme de complicité. C'était une trahison non seulement envers un étranger, mais aussi envers les principes qu'elle essayait d'inculquer à Léa, que l'intégrité comptait, que le bien et le mal ne dépendaient pas de la commodité. Elle se souvenait des mots de sa mère, prononcés des années auparavant alors qu'elle était une petite fille. Le chemin le plus facile n'est presque jamais le bon, ma chérie. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de faire ce qui est juste même quand on tremble. Ces mots résonnaient maintenant dans le silence de son appartement, un écho à la fois réconfortant et terrifiant. Mais la voix de la peur était bien plus insidieuse et persuasive. Elle lui murmurait pendant les longues heures sombres avant l'aube, présentant un diaporama vivant de désastres potentiels. Elle lui montrait l'avis d'expulsion sur le réfrigérateur, non plus un simple morceau de papier, mais un monstre menaçant. Elle lui montrait le visage de Léa, pâle et tendu après une dose de médicaments manqués. Elle lui montrait le visage condescendant de Monsieur Dubois alors qu'il la renvoyait pour s'être mêlé des affaires des clients les plus puissants de l'Arôme. La peur soutenait que sa responsabilité première n'était pas envers un milliardaire qu'elle ne connaissait pas, mais envers la jeune fille vulnérable qui dormait dans la pièce voisine. Risquer leur fragile stabilité pour un principe abstrait n'était pas de la bravoure. C'était une folie imprudente. La peur lui peignait des scénarios détaillés, la confrontation, le déni méprisant d'Alexandre, le sourire triomphant d'Isabelle, et enfin, la solitude du chômage, avec la montagne de factures médicales qui devenait un Everest insurmontable. Au travail, elle était une boule de nerfs. Chaque fois que les lourdes portes en chêne de l'Arôme s'ouvraient, sa tête se relevait brusquement, son cœur bondissant d'un mélange d'effroi et d'anticipation. Elle scrutait la liste des réservations de manière obsessionnelle. Quand elle l'a finalement vue le vendredi après-midi, son sang s'est glacé. Sterling, Duke Coverts, 20H30. C'était une condamnation à mort et une opportunité tout en un. Ce soir-là, en attachant le bouton supérieur de son uniforme, elle avait l'impression de se préparer pour une bataille. Elle a surpris son reflet dans le miroir. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par une peur qu'elle ne pouvait dissimuler. Elle a regardé une photo d'elle et de Léa sur sa commode, prise l'été dernier lors d'une rare journée de bonne santé au parc. C'était son pourquoi. C'était la raison de sa peur. Mais cela devait aussi être la raison de son courage. Elle a pris un moment pour s'asseoir sur le lit de Léa, qui lisait, et lui a caressé les cheveux. « Tout va bien ?» a demandé Léa, sentant la tension de sa sœur. « Oui, juste une grosse soirée qui s'annonce » a menti Catherine. Mais en regardant le visage confiant de sa sœur, elle a su qu'elle ne pouvait pas reculer. Ne rien faire serait comme voler un petit morceau de l'avenir de Léa pour acheter sa propre tranquillité d'esprit à court terme. C'était un prix qu'elle n'était pas disposée à payer. Elle a embrassé le front de Léa et est partie travailler, chaque pas vers l'Arôme ressemblant à un pas vers une guillotine ou un trône, sans savoir lequel l'attendait. Elle se sentait complètement seule, une soldate solitaire marchant vers une guerre dont personne d'autre ne connaissait même l'existence. Quand Alexandre Sterling et Isabelle Romano sont arrivés, le restaurant a semblé retenir son souffle. Une vague de déférence les a suivis jusqu'à leur table de choix dans le coin. Alexandre paraissait aussi imposant que jamais, bien qu'il y eût de légères lignes de fatigue autour de ses yeux dues à son vol international. Isabelle était une vision de triomphe, s'accrochant à son bras, son sourire radieux. Pour Catherine, qui connaissait maintenant la vérité, toute la scène était grotesque. Les regards adorateurs d'Isabelle, ses touches légères et enjouées, tout cela était une masterclass de tromperie, et Alexandre en était le public involontaire. La station de Catherine était de l'autre côté de la salle, mais elle sentait l'attraction gravitationnelle de leur table. Elle a échangé sa section avec une jeune serveuse reconnaissante, prétextant une préférence pour le côté plus calme de la salle. Ses mains tremblaient légèrement en remplissant leur verre d'eau. « Bon retour, Monsieur Sterling. »« Madame Romano, » dit-elle, sa voix un monotone soigneusement contrôlée. Catherine, l'a reconnue Isabelle, son ton lisse comme de la soie. Il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux, de l'amusement, de la pitié, comme si elle regardait un meuble qui avait soudainement appris à parler. C'est si bon d'être de retour à la civilisation. Tokyo est terriblement ennuyeux si on ne parle pas de micropuces. Alexandre a simplement hoché la tête sèchement. Son attention était déjà sur la carte des vins. Pendant l'heure qui a suivi, Catherine a existé dans un état d'anxiété accrue, accomplissant les gestes du service tout en écoutant avec chaque fibre de son être. L'opportunité dont elle avait besoin semblait incroyablement distante. Puis, c'est arrivé. Le téléphone d'Isabelle a vibré sur la table. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, et pendant une fraction de seconde,
sa façade charmante a vacillé. Un air sérieux, presque conspirateur, a traversé ses traits avant d'être effacé. « Oh, mon chéri, je suis tellement désolé, » dit-elle en se levant et en posant une main sur l'épaule d'Alexandre. « C'est la fondation. Une affaire urgente concernant la vente aux enchères de la semaine prochaine. Je dois absolument prendre cet appel. Je serai dans le jardin. » Elle s'est penchée et a embrassé sa joue, un geste public d'affection qui semblait maintenant glacialement prédateur pour Catherine. Alors qu'Isabelle s'éloignait gracieusement, le téléphone collé à l'oreille, Alexandre est resté seul. Il a fixé son vin, un Bordeaux profond, le faisant tourner lentement. À cet instant, le puissant titan de l'industrie semblait isolé. Le roi seul dans son château, ignorant que les murs étaient sur le point d'être percés. C'était maintenant ou jamais. Le cœur de Catherine battait contre ses côtes si violemment qu'elle le sentait dans sa gorge. Elle a essuyé ses paumes moites sur son tablier. Chaque instinct de conservation lui criait de faire demi-tour, d'aller polir des verres, de se fondre à nouveau dans le décor. Mais l'image du visage confiant de Léa l'a propulsée en avant. La traversée du tapis moelleux ressemblait à la traversée d'un vaste désert vide. À chaque pas, elle sentait les yeux des autres convives sur elle. Elle a atteint la table, son ombre tombant sur le lin blanc. « Monsieur Sterling. » Il a levé les yeux, et son regard bleu perçant, momentanément flou, s'est aiguisé sur elle avec une vitesse surprenante. Le bref air d'introspection avait disparu, remplacé par un mur d'autorité froide et impénétrable. « Oui » demanda-t-il, son ton impliquant qu'elle était une interruption malvenue. « Y a-t-il un problème ?»« Non, monsieur. Le service est parfait. Je m'excuse pour cette intrusion. C'est à propos d'autre chose. » Une lueur d'agacement. « Ah, si c'est une plainte concernant un autre membre du personnel, veuillez vous adresser à votre directeur. » C'était un renvoi clair et net. « Ce n'est pas ça, » insista-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle ressentait une urgence frénétique. Isabelle pouvait revenir à tout moment. « Écoutez, cela va paraître insensé, et vous avez toutes les raisons de me renvoyer pour avoir dit cela. Mais je devais vous le dire. Quand vous étiez à Tokyo mardi soir, Madame Romano était ici. » Ses yeux se sont rétrécis. Il n'a rien dit, se contentant de soutenir. Son regard, la forçant à continuer. Elle était avec un autre homme. Les mots de Catherine se sont bousculés. Son nom est Damien. Je le sais parce que j'ai servi leur table. Et je les ai entendus parler. Monsieur, ce n'est pas seulement qu'elle vous trompe. C'est pire. Ils prévoyaient de vous ruiner. Ils ont mentionné votre entreprise, un accord. Ils ont parlé d'obtenir des données propriétaires de votre ordinateur portable personnel. Ils ont dit que le temps que vous reveniez, il serait trop tard. Le silence qui est tombé sur la table était absolu, une poche de glace dans le restaurant chaud et bourdonnant. Le visage d'Alexandre Sterling était devenu complètement illisible, un masque de fureur froide. Le seul signe de son trouble intérieur était le resserrement de sa poigne sur son verre de vin, ses jointures devenant d'un blanc éclatant. Il l'a regardée, l'a vraiment regardée, mais pas avec compréhension. Il l'a regardée comme si elle était un spécimen sous un microscope, quelque chose à analyser et à catégoriser. Sa posture s'est raidie, chaque muscle de son corps semblant se contracter en une posture défensive. Il n'était plus le client détendu d'un restaurant de luxe, il était le PDG dans sa salle de réunion, face à une menace potentielle. Et en ce moment, cette menace, c'était elle. Quand il a finalement parlé, sa voix était dangereusement douce, une menace soyeuse. « Je vois » a-t-il dit. « Laissez-moi essayer de comprendre la situation. Vous, une serveuse, croyez avoir découvert une grande conspiration, et vous avez décidé de m'apporter cette information. » Il s'est penché en avant, son regard la clouant sur place. « Dites-moi, Catherine, quel est votre angle? Que espérez-vous obtenir avec cette histoire élaborée ?» Elle a bafouillé, confuse. « Il n'y a pas d'angle. Je pensais que vous aviez le droit de savoir. » Un sourire sec et sans joie a touché ses lèvres. « Oh, j'en suis sûr. J'ai déjà vu votre genre. Vous voyez un homme comme moi, et vous voyez une opportunité. Vous inventez une crise, une trahison, quelque chose pour vous rendre indispensable. Vous espérez une récompense, un paiement pour votre loyauté. Ou peut-être est-ce un chantage plus direct. C'est ça. Suis-je censé vous payer pour que cette histoire disparaisse? » Chaque mot était une frappe délibérée et calculée. Catherine a senti la couleur quitter son visage. Il la voyait non pas comme une personne, mais comme une caricature, une vulgaire croqueuse de diamants. « Non » a-t-elle insisté, sa voix tremblant sous la force de son injustice. « Vous avez tort. Ce n'est pas ça du tout. »« N'est-ce pas » a-t-il rétorqué, sa voix baissant encore plus. Il a posé sa serviette sur la table avec une finalité sinistre. «
Je vous suggère de retourner à votre poste et d'oublier que cette conversation a eu lieu. Pensez à votre emploi ici, qui, je vous l'assure, ne tient qu'à un fil très fin, et décider s'y interférer dans ma vie vaut le prix à payer. À ce moment précis, Isabelle est revenue, le visage illuminé d'un sourire éclatant. Tout est réglé, chérie, dit-elle en se glissant de nouveau dans son siège. Elle a jeté un coup d'œil à Catherine, qui se tenait figée près de la table, puis à l'expression orageuse d'Alexandre. Est-ce que tout va bien? Le comportement d'Alexandre a changé avec une rapidité stupéfiante. La fureur froide a disparu, remplacée par un masque lisse et impénétrable. Parfaitement, dit-il, ses yeux se verrouillant sur ceux de Catherine avec un regard de pur verglas. Le personnel ici est tout simplement exceptionnellement attentif. La menace non dite était un coup physique. Humiliée et complètement vaincue, Catherine a tourné les talons et s'est enfuie vers la sécurité relative de la station de service, le cœur brisé. Elle avait tout misé sur un seul acte d'intégrité, et elle avait perdu de la manière la plus spectaculaire qui soit. Le lendemain matin, elle s'est réveillée dans un monde qui semblait gris et sans espoir. Chaque bruit dans l'immeuble la faisait sursauter. Elle se préparait mentalement à recevoir un appel de Monsieur Dubois quand un coup sec a retenti à sa porte. C'était le propriétaire. Elle en était sûre, venu pour l'avis d'expulsion. Le cœur battant, elle a ouvert la porte pour trouver un coursier dans un uniforme noir sévère, tenant une tablette et une seule enveloppe noire et élégante. Il a confirmé son nom, lui a fait signer l'écran avec un stylet, et est parti sans un mot. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas d'explication, seulement un morceau de métal noir et lourd. Une carte de crédit sans nom, portant seulement le logo de l'entreprise d'Alexandre, Sterling Unlimited. En dessous, une petite carte rigide sur laquelle était tapée une seule phrase énigmatique. Pour vos ennuis. Catherine s'est effondrée sur son canapé, fixant l'objet dans sa main. Son esprit vacillait. Ce n'était pas des excuses. C'était un renvoi. C'était l'insulte qu'il lui avait lancée, maintenant sous forme physique. C'était de l'argent sale, un pot de vin pour assurer son silence. Il n'avait pas cru à son histoire, mais il était prêt à payer pour faire disparaître la conteuse. Ou était-ce autre chose? Un dernier test cruel pour prouver son évaluation cynique de son caractère. Il la mettait au défi de devenir l'opportuniste qu'il avait déjà jugé. Il la poussait à prendre l'argent pour pouvoir se dire « J'avais raison. Elles sont toutes pareilles. » La carte n'était pas un cadeau. C'était une arme, et elle était pointée directement sur son âme. C'était le moyen le plus efficace de la discréditer à ses propres yeux, de transformer son acte de courage en une simple transaction sordide. Il ne se contentait pas de la rejeter, il essayait de corrompre le principe même qui l'avait poussé à agir. Pendant 2 jours entiers, la carte noire est restée sur le petit comptoir de la cuisine de Catherine, un rectangle d'obsidienne de promesses impossibles et de conséquences terrifiantes. Ce n'était pas juste un morceau de métal. C'était une entité vivante dans son appartement exigu. Sa présence était un bourdonnement constant sous la surface de ses pensées. Elle semblait la regarder pendant qu'elle mesurait les médicaments de Léa, sa surface mat absorbant la faible lumière, offrant une solution silencieuse et séduisante à chaque problème qui la tenait éveillée la nuit. La tentation était une douleur physique. Le samedi après-midi, après avoir reçu un autre rappel automatique par email indiquant qu'un paiement pour la consultation spécialisée de Léa était en retard, Catherine s'est retrouvée assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, la carte Sterling Unlimited à la main. Elle semblait anormalement lourde, chargée de la gravité de ce qu'elle représentait. Elle a tapé l'adresse du site web de l'hôpital, a navigué jusqu'au portail de paiement et a vu les chiffres accablants sur l'écran. C'était une somme si importante qu'elle semblait fictive. Avec un doigt tremblant, elle a cliqué sur l'option de paiement par carte de crédit. Elle pouvait mettre fin à cela maintenant. Une séquence de 16 chiffres et ce monstre particulier serait terrassé. Léa aurait son rendez-vous. Les lettres de menace cesseraient. Elle pourrait respirer. Son regard oscillait entre l'écran et la carte. Elle voyait le visage d'Alexandre Sterling dans son esprit, ses yeux plissés de dédain, sa voix dégoulinant de certitude condescendante alors qu'il la traitait d'opportuniste. « Espérez-vous que je vous paie pour cette petite pièce de théâtre que vous avez inventée ?» Utiliser la carte lui donnerait raison. Cela validerait sa vision cynique du monde, un monde où tout le monde a un prix, où l'intégrité est une marchandise à acheter et à vendre. Son avertissement, un acte né d'un pur principe, serait rétrospectivement entaché, transformé en un chantage habile et réussi, et elle saurait, chaque fois, qu'elle regarderait sa sœur, que la santé de Léa avait été achetée avec un mensonge. Avec une inspiration saccadée, Catherine a refermé l'ordinateur portable. Elle a glissé la carte dans son élégant étui noir et l'a poussée dans le coin le plus éloigné du comptoir.
Elle ne deviendrait pas la personne qu'il pensait qu'elle était. Elle ferait face aux conséquences de son choix, quelles qu'elles soient. Survivre avec son honneur intact était une victoire en soi, même si elle semblait creuse. Elle préférait affronter l'expulsion avec la tête haute que de dormir dans un lit payé par la confirmation de son déshonneur. C'était une décision prise non pas dans un élan de fierté, mais dans un profond besoin de préserver la seule chose de valeur qui lui restait, son intégrité. Aller travailler le lundi était un exercice de pure terreur. Entrer dans l'arôme était différent. L'air, habituellement empli d'un calme professionnel, était chargé d'une tension tacite. Ses collègues, qui étaient généralement assez amicaux, lui offraient maintenant des sourires crispés et fugaces et évitaient son regard. Les chuchotements s'éteignaient à son approche. Elle était une paria, marquée par une tache invisible. Monsieur Dubois, le directeur, lui a jeté un regard bref et peiné avant de s'occuper du carnet de réservation. Catherine savait qu'Alexandre Sterling avait dû dire quelque chose, et tout le restaurant retenait son souffle, attendant que la hache tombe. Elle a accompli ses tâches avec une précision robotique, ses sens en alerte maximale. Chaque battement de la porte de la cuisine la faisait sursauter. Finalement, au plus fort de la cohue du soir, la hache est tombée. Isabelle Romano est entrée dans le restaurant, et il était immédiatement clair qu'elle n'était pas là pour dîner. Elle se déplaçait avec la grâce mortelle d'une panthère, sa robe coûteuse flottant autour d'elle comme un linceul. Il n'y avait pas de sourire charmant, pas de grâce sociale. Son visage était un masque de fureur froide et vertueuse, et ses yeux, comme un missile à tête chercheuse, ont balayé la salle à manger et se sont fixés sur Catherine. Elle n'a pas marché d'un pas normal. Elle a traqué. Les clients à la table que Catherine servait, un couple riche discutant de l'achat d'un yacht, se sont tus à l'arrivée d'Isabelle, qui jetait une ombre glaçante sur eux. Vous, la voix d'Isabelle était basse, mais elle a traversé le brouhaha ambiant du restaurant comme un éclat de verre. Monsieur Dubois est arrivé en un instant, ses mains s'agitant nerveusement. Madame Romano, bonsoir. Tout va bien? Puis-je vous montrer une table? Ne vous embêtez pas, a dit Isabelle, ses yeux ne quittant jamais Catherine. Elle s'est tournée vers Monsieur Dubois, son expression se transformant en celle d'une victime profondément théâtrale. Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible. Je suis la victime d'un crime commis ici même, dans votre établissement, par votre personnel. Un silence s'est répandu de leur table vers l'extérieur, un effet d'entraînement d'alarme et de curiosité. Les convives ont baissé leurs fourchettes. Les conversations ont cessé. Un crime, about beauty M. Du Bois, le visage blêmissant. Un vol, a annoncé Isabelle, le mot résonnant dans la salle soudainement silencieuse. Elle a tourné son regard venimeux vers Catherine. Il me manque une boucle d'oreille en diamant, un héritage familial inestimable que m'a donné ma grand-mère. Je me souviens l'avoir senti se détacher lorsque nous avons dîné ici vendredi. Et je me souviens de qui rôdait autour de notre table, étant si attentive. L'insinuation était aussi subtile qu'un coup de masse. Catherine a senti le sang quitter son visage, un engourdissement froid se propageant dans ses membres. « Je n'ai pas. Je ne ferai pas ça, a-t-elle réussi à dire, sa voix un murmure tendu. « Oh, vous ne le feriez pas. » Le rire d'Isabelle était un aboiement sec et laid qui a fait sursauter. Plusieurs personnes. Ce n'est pas ce que dit mon fiancé. Il m'a dit que vous l'aviez approché avec une histoire ridicule, une tentative pathétique de semer la discorde entre nous. Quand vos mensonges n'ont pas fonctionné, vous avez eu recours à ce vulgaire petit vol. Elle s'est de nouveau adressée à Monsieur Dubois, sa voix résonnant de puissance et de privilège. J'exige que vous fouilliez ses affaires personnelles, son casier, son sac, tout. Faites-le maintenant, ou j'appellerai la police et je les laisserai s'en charger. Et je vous assure que si vous refusez, Monsieur Sterling et moi ferons de notre mission personnelle de veiller à ce que chaque personne d'influence dans cette ville sache que l'arôme abrite des voleurs. C'était un échec et mat. Monsieur Dubois était piégé entre la protection de son employé et la protection de son entreprise de la ruine totale. Son visage, luisant de sueur, était un portrait de misère. Il a regardé Catherine, ses yeux la suppliant de comprendre. « Catherine, juste pour laver votre nom. Allons à l'arrière. » La marche vers la zone du personnel a été la plus longue de la vie de Catherine. Elle sentait des dizaines de paires d'yeux sur son dos, brûlant de jugement et de suspicion. C'était une marche de la honte, une exécution publique de son caractère. Isabelle suivait un pas derrière, prédateur victorieux. Dans la salle exiguë du personnel, Catherine a ouvert son petit casier métallique d'un geste engourdi. Avant même qu'elle ne puisse atteindre l'intérieur, Isabelle l'a poussée sur le côté avec un geste méprisant. « Permettez-moi. » Elle a commencé à fouiller dans les maigres possessions de Catherine avec un dédain théâtral, ses chaussures de rechange usées, une barre énergétique à moitié mangée, le manuel d'infirmière qu'elle lisait pendant ses pauses.
Puis sa main est allée dans la poche du manteau fin de Catherine, celui qu'elle portait pour le froid trajet de retour à la maison. Les doigts d'Isabelle se sont refermés sur quelque chose. Elle a sorti sa main lentement, de manière dramatique, et a ouvert sa paume. Là, scintillant malicieusement sous la dure lumière fluorescente, se trouvait un clou d'oreille en diamant. Catherine a eu le souffle coupe. C'était impossible. Ce n'était pas le sien. Il avait été placé là. Non, a-t-elle murmuré, secouant la tête avec incrédulité. Ah non, je n'ai jamais vu ça avant. Elle l'a mis là. Isabelle s'est tournée vers Monsieur Dubois avec un air de chagrin justifié. Vous voyez, la fille est une menteuse pathologique en plus d'être une voleuse. Toute combativité a quitté Monsieur Dubois. La preuve, bien que fabriquée, était irréfutable dans ce contexte. Son devoir était clair. Catherine, dit-il, sa voix lourde d'une résignation qui ressemblait à une trahison. Prenez vos affaires. Votre dernier chèque de paie vous sera envoyé par la poste. Je suis désolé. Catherine est restée figée un instant, le monde basculant sur son axe. Elle avait été démantelée de manière experte et impitoyable. Dépouillée de son travail, de son revenu et de sa réputation, d'un seul coup. Elle a rangé ses quelques affaires dans son sac, le poids de la boucle d'oreille plantée semblant l'entraîner vers le bas. En sortant de l'arôme pour la dernière fois, elle n'a regardé personne. Elle ne pouvait pas supporter de voir leur visage. La vipère avait frappé, et le venin se propageait déjà dans sa vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alexandre Sterling menait une guerre plus silencieuse et plus calculée. Sa première interaction avec Catherine l'avait laissé mal à l'aise. Son renvoi avait été un réflexe, un mécanisme de défense construit après des années à repousser les opportunistes. Mais la peur brute de la jeune femme s'était logée dans son esprit. Elle manquait de l'artifice lisse d'une escroc. Le samedi matin, il avait passé 2 appels. Le premier était à sa banque privée pour émettre la carte noire avec des instructions strictes pour surveiller toute activité et lui en rendre compte. Directement. C'était un piège à pâté, un test de caractère. Le second appel était pour Benoît Cartier, un détective privé discret qu'il avait déjà utilisé. « J'ai un nom pour vous », avait dit Alexandre, sa voix sèche. « Catherine Lefebvre. C'est une serveuse à l'arôme. Je ne veux pas qu'elle soit suivie. Je ne veux pas qu'elle soit harcelée. Je veux savoir qui elle est. Je veux connaître son histoire, sa situation financière, sa famille, tout. Découvrez si elle a une raison de mentir, ou plus important encore, si elle a une raison de dire la vérité. » Le lundi soir, juste au moment où Isabelle préparait son assaut à l'arôme, le rapport crypté de Benoît Cartier est arrivé dans la boîte de réception d'Alexandre. Il l'a ouvert, s'attendant à trouver un historique de petite délinquance ou une série de dettes de jeu, quelque chose pour confirmer ses soupçons initiaux. Ce qu'il a trouvé à la place l'a laissé pantois. Le rapport était un portrait austère et brutal d'un désespoir tranquille. Il détaillait la vie de Catherine comme unique soutien de sa sœur de 16 ans, Léa, qui souffrait d'une maladie auto-immune débilitante et coûteuse. Il comprenait des copies de factures médicales croissantes, des lettres de compagnies d'assurance refusant de couvrir des traitements expérimentaux, et les propres demandes d'aide financière de Catherine, toutes rejetées. Son historique d'emploi était impeccable. Son casier judiciaire vierge. Le rapport ne brossait pas le portrait d'une arnaqueuse, mais celui d'une jeune femme s'épuisant au travail contre des obstacles impossibles, menant une guerre silencieuse et solitaire pour la vie de sa sœur. Alexandre s'est adossé à son fauteuil en cuir, la lueur de l'écran illuminant une lueur de profond regret sur son visage. Il avait accusé cette femme d'être une croqueuse de diamants. Pourtant, voici la preuve qu'elle se noyait dans les dettes, et la bouée de sauvetage qu'il lui avait lancée, la carte noire, restait intacte. Il avait testé son caractère, et elle avait réussi avec brio, choisissant le dénuement plutôt que la malhonnêteté. Un sentiment profond et inhabituel de honte l'a envahi. Ses pensées ont été interrompues par le bourdonnement urgent de sa ligne privée. C'était Marcus, son chef de la sécurité informatique. « Monsieur », la voix de Marcus était tendue. « Nous avons une faille de priorité 1. Un paquet de données sortant vient d'être signalé par notre protocole d'analyse heuristique. Il est volumineux et chiffré avec quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Mais le point crucial est l'origine. Il a été envoyé depuis un appareil autorisé avec vos identifiants de niveau exécutif, depuis votre réseau domestique. » Alexandre a ressenti une secousse, comme s'il avait touché un fil sous tension. « Quand, Marcus ?» ?»« Il y a 10 minutes. Nous essayons toujours de déchiffrer le cryptage, mais nous avons déjà tracé l'IP de destination. Elle mène à une société écran numérotée. Une société écran qui, après 3 couches d'obscurcissement, est entièrement détenue par Croft Industries. Damien Croft. Le nom que Catherine lui avait donné. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans son esprit avec la force d'un impact physique.
L'homme lisse avec Isabelle, la conversation surprise, les données propriétaires. L'intérêt soudain et intense d'Isabelle pour les moindres détails de son travail. Ses longues nuits dans son bureau à domicile, soi-disant à rattraper ses emails. Tout était un mensonge. Une arnaque longue, élaborée et dévastatrice. L'avertissement de Catherine n'était pas du théâtre. C'était une prophétie. Il a réalisé avec une clarté écœurante ce que l'attaque d'Isabelle contre Catherine au restaurant signifiait vraiment. Ce n'était pas juste de la méchanceté. C'était une manœuvre stratégique, un acte final de sabotage pour anéantir complètement la crédibilité du seul témoin avant que le vol ne soit terminé. Pendant qu'il se faisait dérober, sa complice était occupée à détruire la seule personne qui avait essayé de sonner l'alarme. Sa honte s'est transformée en une fureur froide et dure comme le diamant. Il avait été joué, sa confiance utilisée comme une arme contre lui. Mais pire, bien pire, il était resté sans rien faire et avait permis qu'une femme innocente et courageuse soit sacrifiée dans le processus. Il a rouvert le rapport du détective, regardant la photo granuleuse de l'immeuble délabré de Catherine. Le jeu d'Isabelle était terminé. Le vrai jeu était sur le point de commencer. Il a pris son téléphone, son expression maintenant transformée en un masque de résolution pure et calculée. Il n'allait pas seulement atténuer les dégâts. Il allait faire s'effondrer leur monde sur eux. Et son premier acte serait de récupérer personnellement le seul soldat honnête laissé sur le champ de bataille. Le trajet de retour de l'arôme fut un flou de lampadaires et de chaussées scintillantes. Chaque reflet était déformé par les larmes chaudes qui coulaient sur le visage de Catherine. La ville, habituellement une toile de fond vibrante à sa vie, semblait hostile et étrangère. Le regard de chaque passant lui paraissait être une accusation. L'humiliation était un manteau physique, lourd et suffocant. Elle avait été publiquement marquée comme une voleuse, son nom et sa dignité méthodiquement déchiquetés par la performance vicieuse et calculée d'Isabelle. Le coup de la vipère avait été parfaitement exécuté, et Catherine se retrouvait avec rien d'autre que le poison de ses conséquences. Elle entra dans l'appartement, le clic de la serrure résonnant dans le silence profond. L'air était épais de l'odeur de son échec. Elle s'appuya contre la porte, son sac glissant de son épaule et heurtant le sol avec un bruit sourd. De l'autre pièce, la douce voix de Léa l'appela. « Catherine, c'est toi ?» Catherine ferma les yeux, retenant un sanglot. Elle s'essuya le visage avec le dos de sa main, composant ses traits en un masque de normalité avant de pousser la porte de la chambre. Léa était assise dans son lit, un livre posé sur ses genoux, son visage éclairé par une petite liseuse. « Tu es rentré tôt », observa-t-elle, ses yeux si semblables à ceux de Catherine, pleins d'inquiétude. « Un soir est calme », mentit Catherine, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Elle réussit un faible sourire. « Ah, tout le monde a décidé de rester à la maison pour compter son argent, je suppose. » Léa gloussa, un petit son haletant. « Tant pis pour eux. Plus de toi pour moi. » Catherine s'assit sur le bord du lit, le matelas s'affaissant sous son poids. L'amour simple et inconditionnel dans les yeux de sa sœur était presque insupportable. Comment pouvait-elle expliquer que leur monde déjà précaire venait de s'effondrer? Comment pouvait-elle dire à cette fille qui se battait si courageusement chaque jour que la sœur sur laquelle elle comptait venait de perdre leur unique bouée de sauvetage? Elle ne le pouvait pas. Alors, elle a simplement lissé la couverture sur les jambes de Léa et a parlé de choses insignifiantes. Sa voix, un bouclier fragile contre le poids écrasant de leur nouvelle réalité. Elle a décrit un client imaginaire particulièrement ridicule et a inventé une petite anecdote sur le chef, tout en sentant chaque mot comme un mensonge qui la distançait un peu plus de la vérité dévastatrice. Le lendemain fut une descente dans un enfer particulier. Catherine s'assit à sa table de cuisine, l'ordinateur portable un portail vers des rejets sans fin. Elle postula pour tout, barista, magasinière de supermarché, opératrice de centre d'appel, plongeuse. Sa seule référence élogieuse de l'arôme était maintenant un déchet toxique. Quelques employeurs potentiels lui ont demandé pourquoi elle était partie, et elle ne pouvait offrir aucune explication qui ne sonnait pas comme une excuse coupable. En fin d'après-midi, avec une douzaine de candidatures envoyées dans le vide numérique et aucune réponse, un profond désespoir a commencé à s'installer. Elle était souillée. Inembotchable. Elle regarda la carte Sterling Unlimited, toujours posée dans le coin du comptoir. Ce n'était plus une tentation. C'était un monument à sa folie, une pierre tombale noire et élégante pour ses principes. Ce soir-là, alors qu'elle fixait d'un air absent l'avis d'expulsion sur le réfrigérateur, calculant combien de jours il leur restait, un coup retentit dans l'appartement. Ce n'était pas le coup impatient du propriétaire, ni le tapotement rapide d'un coursier. C'était un son solide, délibéré et profondément inconnu. Son cœur bondit dans sa gorge. Peut-être qu'Isabelle avait envoyé la police pour la harceler davantage. Les mains tremblantes, elle ouvrit la porte de quelques centimètres.
Debout dans la lumière blafarde et vacillante du couloir se tenait Alexandre Sterling. C'était une apparition d'un autre univers. Son costume sur mesure, le blanc éclatant de sa chemise, l'aura de puissance et de richesse qui l'entourait, tout semblait déformer la réalité banale de son immeuble. Il avait l'air fatigué, son visage gravé d'une gravité qu'elle n'avait pas vue auparavant, mais ses yeux bleus étaient clairs et intensément concentrés sur elle. « Catherine, dit-il, sa voix calme mais résonnante. Je sais que c'est une intrusion. Puis-je vous accorder un moment de votre temps, s'il vous plaît ?» Elle était trop choquée pour parler, alors elle recula simplement, ouvrant la porte. Il entra dans son petit espace de vie, et la pièce sembla rétrécir autour de lui. Son regard balaya la pièce, observant les meubles usés, la pile d'enveloppes médicales d'apparence sinistre, et s'arrêtant finalement sur la carte noire sur le comptoir. Son expression se crispa avec une lueur de ce qui ressemblait à de l'auto-reproche. « Je suis venu ici pour m'excuser, » commença-t-il, se tournant pour lui faire face entièrement. Il n'y avait aucune arrogance dans sa posture, aucune condescendance dans son ton. Il était dépouillé de son armure d'entreprise. Ce que je vous ai dit au restaurant était inexcusable. Mon comportement était arrogant et méprisant, et j'en suis profondément désolé. J'avais tort sur vous, sur Isabelle, surtout. Catherine le fixa, la méfiance et la douleur se livrant bataille en elle. Pourquoi êtes-vous ici? Pour vous réjouir? Votre petite amie a déjà détruit ma vie. N'est-ce pas suffisant? Il ne s'agit pas d'elle, dit-il fermement. Il s'agit de moi qui admets la vérité. Et la vérité, c'est que vous aviez raison. Je ne vous ai pas cru, Catherine, mais votre avertissement, il est resté en moi. Votre peur semblait trop réelle. Il fit un pas de plus. Je vous ai testé. La carte était un test. Je me suis dit que si vous l'utilisiez, vous étiez une opportuniste. C'était une chose cynique et laide à faire, et vous avez passé mon test en refusant de vous abaisser à mon niveau. Vous m'avez fait honte avec votre intégrité. Il continua à tout expliquer, le détective privé qu'il avait engagé, non pas pour trouver des casseroles, mais pour comprendre la femme qui avait tant risqué. Il parla de la lecture du rapport, de l'apprentissage de l'histoire de Léa, de la prise de conscience horrifiante des fardeaux qu'elle portait. Et puis il dit, sa voix se durcissant, « Mon chef de la sécurité a appelé. Il y a eu une violation de données massives, un transfert de la propriété intellectuelle la plus précieuse de mon entreprise envoyée depuis mon réseau domestique vers une société écran appartenant à Damien Croft. » Il fit une pause, laissant le poids des mots s'installer. Tout s'est passé pendant qu'Isabelle était à l'arôme, détruisant systématiquement votre réputation pour s'assurer que personne ne vous écouterait jamais. Votre avertissement ne concernait pas seulement sa tromperie. Vous êtes tombé au milieu d'un complot d'espionnage industriel de plusieurs millions d'euros. Catherine s'affaissa sur le bras de son canapé, ses jambes soudainement faibles. Tout était réel. Elle n'était pas folle. Je ne demande pas votre pardon, continua Alexandre. Je sais que je ne le mérite pas, mais je demande votre aide. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin à 10 heures. Isabelle et Damien seront là. Ils croient qu'ils entrent dans ma reddition. En réalité, ils entrent dans un piège. J'ai les preuves numériques pour prouver leur culpabilité, mais ce ne sont que des données sur un écran. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de l'élément humain. J'ai besoin de la vérité. Catherine, j'ai besoin que vous soyez là et que vous leur disiez en face ce dont vous avez été témoin. La peur, froide et aiguë, perça le choc de Catherine. Faire face à Isabelle à nouveau, dans une pièce remplie de gens puissants et impitoyables qui la verraient comme un rien. Ils ne me croiront pas, murmura-t-elle. Je ne suis qu'une serveuse renvoyée qui a été accusée d'être une voleuse. Non, dit Alexandre avec une conviction absolue. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée depuis très longtemps. Vous êtes la seule personne dans toute cette affaire qui a agi avec honneur. Ils vous écouteront parce que vous êtes mon témoin. Et ils écouteront parce que la vérité, lorsqu'elle est dite avec courage, a un pouvoir qui lui est propre. S'il vous plaît, Catherine, aidez-moi à finir ça. Elle le regarda vraiment. Elle vit le regret dans ses yeux, mais elle vit aussi une résolution d'acier qui reflétait la sienne. C'était une chance de réhabiliter son nom, de voir la justice rendue non seulement pour l'entreprise d'Alexandre Sterling, mais aussi pour la cruauté insensible qu'elle avait subie. C'était sa chance de se battre. Prenant une profonde et régulière inspiration, elle se leva. Je le ferai. Sa décision n'était pas seulement une acceptation de son offre, c'était une réclamation de son propre pouvoir. Elle n'était plus la victime passive des circonstances, elle devenait un agent actif de la justice. Elle sentit un changement s'opérer en elle, la peur se transformant non pas en absence de peur, mais en une détermination féroce. Le lendemain matin,
Catherine se tenait devant l'imposant édifice de verre et d'acier de Sterling Innovation. Elle portait sa seule tenue d'entretien, un simple blazer noir et un pantalon, se sentant comme un moineau sur le point de voler dans un ouragan. Une élégante voiture noire s'arrêta au trottoir, et Alexandre en sortit, lui tenant la portière. Le court trajet jusqu'à la salle de réunion du dernier étage fut silencieux, une entente tacite passant entre eux. Il fournissait le champ de bataille. Elle fournissait l'arme la plus cruciale. La salle de réunion était encore plus intimidante qu'elle ne l'avait imaginé. Une longue table en acajou poli reflétait le ciel, entourée de membres du conseil d'administration au visage sévère qui la regardaient avec une curiosité non dissimulée. Et à l'autre bout, assis comme des monarques triomphants, se trouvaient Isabelle et Damien. Au moment où ils ont vu Catherine entrer aux côtés d'Alexandre, leur sang-froid s'est brisé. Le sourire suffisant de Damien s'est évaporé, remplacé par de la confusion. Le visage d'Isabelle s'est rigidifié, un éclair de panique venimeuse pure dans ses yeux avant qu'elle ne le masque par une indignation glaciale. « Alexandre, que signifie ceci ?» a tonné Damien, tentant de prendre le contrôle. « Nous sommes ici pour discuter des termes de la transition de votre entreprise, pas pour être pris en embuscade par d'anciennes employées mécontentes. » Alexandre a pris sa place à la tête de la table, une présence silencieuse et imposante. « La seule transition discutée aujourd'hui est la vôtre, Damien, vers une enquête judiciaire. » Il a fait un geste vers Catherine. « Avant d'examiner les données techniques, je veux que vous écoutiez tous Madame Catherine Lefebvre. Elle a été victime d'une campagne de diffamation vicieuse, et c'est la personne dont le courage a mis cette conspiration en lumière. » Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers Catherine. Ses mains tremblaient sous la table. Elle a pris une profonde inspiration, a imaginé le visage confiant de Léa et a commencé à parler. Sa voix était tremblante au début, un petit son dans la salle caverneuse, mais elle est devenue plus forte à mesure qu'elle continuait. Elle a raconté le dîner du mardi soir, citant les phrases accablantes qu'elle avait entendues. Elle a regardé directement Isabelle, son regard inébranlable. Vous avez parlé de l'accord Sterling qui serait mort dans l'œuf. Vous avez parlé de la façon dont il vous faisait entièrement confiance, comment vous aviez tous ces mots de passe. Puis elle a décrit l'humiliation publique à l'arôme, la boucle d'oreille placée, la perte de son emploi et de son nom. Damien a éclaté de rire, un son dur et méprisant. C'est pathétique. Un conte de fées inventé par une serveuse voleuse et désespérée pour extorquer de l'argent. Il n'y a aucune preuve. Au contraire, dit calmement Alexandre. Il y a beaucoup de preuves. Il a fait un signe de tête à son chef de la sécurité. Les lumières se sont tamisées et le grand écran au bout de la pièce a vacillé. La première chose à l'écran était une vidéo de sécurité limpide de la salle du personnel de l'arôme. Le conseil a regardé en silence, stupéfait, alors qu'Isabelle Romano, se croyant inobservée, glissait la boucle d'oreille scintillante dans la poche du manteau de Catherine. Un hoquet collectif a traversé la pièce. Le visage d'Isabelle est devenu cendré. Ensuite, un diagramme complexe de la violation de données est apparu, montrant le transfert du réseau domestique d'Alexandre directement à la société écran de Croft Industries, horodaté à la minute exacte. Enfin, une série de messages textes cryptés récupérés entre Isabelle et Damien a défilé à l'écran, des messages qui exposaient tout leur complot dans leurs propres mots. La salle de réunion était absolument silencieuse, le poids de la trahison palpable. Cette femme, a dit Alexandre, sa voix résonnant de fureur froide alors qu'il se levait et posait une main sur l'épaule de Catherine. Cette serveuse désespérée est une héroïne. Elle a essayé de me prévenir, et j'étais trop arrogant pour l'écouter. Elle a enduré l'humiliation et a perdu son gagne-pain, tout en ayant la clé d'une fortune sur le comptoir de sa cuisine. Et elle n'a jamais, pas une seule fois, compromis ses principes. Il a fixé son regard sur les deux conspirateurs. Vous n'avez pas seulement essayé de voler mon entreprise. Vous avez essayé de ruiner une personne innocente. Et pour cela, il n'y a pas de pardon. Il a regardé son chef de la sécurité, sa voix se transformant en un commandement. Appelez les autorités. Maintenant. Isabelle est restée figée, son masque de supériorité s'effritant pour révéler une panique abjecte. Damien a commencé à protester, mais les visages de pierre des membres du conseil lui ont dit que le jeu était terminé. La vérité, soutenue par des preuves irréfutables et le courage d'une femme ordinaire, avait démantelé leur empire de mensonges. Catherine, debout à côté d'Alexandre, a senti un poids énorme se soulever de ses épaules. Ce n'était pas de la vengeance, mais de la justice. Et c'était plus gratifiant qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Plus tard ce jour-là, dans l'étendue calme de son bureau, Alexandre faisait face à Catherine de l'autre côté de son bureau. La dynamique du pouvoir avait irrévocablement changé. Il n'était plus le client et la serveuse, mais deux personnes liées par la vérité. Le conseil a approuvé une récompense à 7 chiffres pour vous,
dit-il en faisant glisser une épaisse enveloppe vers elle. Pour service rendu à l'entreprise. Catherine regarda l'enveloppe, mais ne la toucha pas. Mon nom est lavé. C'est toute la récompense dont j'ai besoin. Un petit sourire sincère toucha les lèvres d'Alexandre. Je sais. Cette enveloppe est une formalité. Ceci, dit-il en faisant glisser 2 autres documents sur le bois poli, ne l'est pas. C'est une restitution, et c'est un investissement dans le caractère. Les mains de Catherine tremblaient en les prenant. Le premier était le titre de propriété de son appartement, officiellement transféré à son nom, l'hypothèque entièrement réglée. Le second était une lettre d'une fondation médicale de renommée mondiale. Elle indiquait que Léa Lefebvre avait été acceptée, avec effet immédiat, dans un essai clinique entièrement financé pour sa condition, avec tous les frais médicaux, de voyage et de subsistance couverts pour la durée de son traitement. Des larmes coulaient sur le visage de Catherine. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur ou d'humiliation. C'étaient des larmes de soulagement écrasant et bouleversant. C'était plus qu'une maison. C'était la sécurité. C'était plus que des soins médicaux. C'était un avenir pour sa sœur. Il y a encore une chose, dit doucement Alexandre. Il fit glisser un dernier dossier vers elle. C'était un contrat de travail formel. J'ai appris une leçon précieuse. Mon entreprise est protégée par des pare-feux et des algorithmes, mais sa plus grande vulnérabilité est humaine. Je crée une nouvelle division de surveillance interne et d'éthique. J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un qui est naturellement observateur, qui comprend les gens, et qui a le courage inébranlable de s'exprimer quand quelque chose ne va pas, peu importe à qui il s'adresse. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne vous offre pas un travail par charité, Catherine. Je vous offre un poste parce que vous êtes, sans aucun doute, la personne la plus qualifiée que je connaisse. Catherine baissa les yeux sur le contrat, sur le titre de « directrice de la surveillance interne », puis de nouveau sur l'homme qu'il avait autrefois méprisé. Il ne lui donnait pas seulement un travail. Il lui rendait son pouvoir, validant l'essence même de qui elle était. Elle repoussa le contrat vers lui, prit un stylo sur son bureau et signa son nom d'une main ferme et confiante. « J'accepte. » L'histoire de Catherine est un rappel puissant que l'intégrité est une monnaie en soi, et que faire ce qui est juste, même quand c'est le plus difficile, peut ouvrir des portes que vous ne soupçonniez pas. Elle n'était pas une princesse sauvée d'une tour. Elle était une guerrière qui a tenu bon et, ce faisant, a forgé son propre royaume. Son courage n'a pas seulement exposé un mensonge. Il a construit un avenir nouveau et meilleur pour elle-même et sa sœur. Quelle a été, selon vous, la plus grande épreuve du caractère de Catherine? L'insulte du millionnaire, la tentation de la carte noire, ou l'humiliation publique par Isabelle? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de courage et de conviction a résonné en vous, veuillez donner un pouce levé à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que les bonnes actions ne passent pas inaperçues. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle qui vous inspireront et vous émouvront.